parole à notre ami Adrien qui va nous parler de l'entéroscopie spiralée. Alors bonjour à tous. Donc on va discuter de l'entéroscopie spiralée motorisée, qui est un nouvel entéroscope qui est apparu sur le marché depuis à peu près 2 ans. Alors voilà comment se présente l'entéroscope. L'entéroscope, c'est en fait la longueur d'un coloscope pédiatrique. Je ne sais pas si vous connaissez, avant c'est développé sur la base de l'entéroscope Spirus, qui était à l'époque une version complètement manuelle. Donc le coloscope pédiatrique fait 168 cm. Il a un canal opérateur de 3,2 qui va être important, on va le revenir plus tard pour les interventions thérapeutiques. L'Aspire, c'est le dispositif qui est en bas, qui se place sur le bout de l'endoscope et qui tourne avec le moteur qui est situé en bas à droite. Le moteur de l'endoscope est situé dans la poignée. Et en fait, il y a un dispositif de contrôle de pression qui permet l'arrêt automatique du système lorsque les résistances sont trop élevées, afin de prévenir toute complication à type de perforation ou de torsion un peu trop importante sur le tube digestif. Alors, les prérequis. Donc c'est généralement une procédure qui se fait à jeun, sous sédation, décubitus latéral gauche et en ambulatoire. Les premières procédures, on les a faites avec l'arceau de radio, mais finalement, on n'en a plus besoin. Donc, au tout début, on teste l'endoscope et surtout son moteur. Donc, on fait des manœuvres de pression contre pression de l'Aspire pour voir que l'Aspire fonctionne bien. Donc, c'est la vignette en haut à droite. Ensuite, l'introduction. Comme vous le voyez, l'Aspire est quand même assez large, donc l'introduction dans l'œsophage est toujours un peu délicat. Une fois que l'Aspire est dans l'œsophage, il faut quand même activer le dispositif pour que l'Aspire tourne au niveau de l'œsophage, sinon il n'y aura pas de progression. Une partie un peu délicate est le passage de l'angle de Treitz avec l'Aspire. Une fois que l'Aspire a passé l'angle de Treitz, j'ai envie de dire le plus dur est fait, et à ce moment-là, on obtient une progression assez simple dans l'intestin grêle. Le retrait ensuite se fait assez facilement avec la pédale qu'on active dans le sens inverse, donc le moteur qu'on active dans le sens inverse, pour avoir le retrait. Et le point un peu délicat également, c'est le retrait de l'Aspire au niveau de l'œsophage, parce que l'œsophage, surtout l'œsophage cervical, a un diamètre chez certains patients un peu plus étroit, et il peut avoir quelques hématomes au retrait. Alors, ça c'est une entéroscopie, donc là on passe le pylore, c'est pour vous montrer un peu le dispositif. Alors, comme je vous ai dit, le plus délicat est de mettre l'Aspire au niveau de l'angle de Treitz, c'est-à-dire passer le cadre duodénal avec l'Aspire. Si l'Aspire reste dans l'estomac ou au niveau du pylore, l'avancée dans l'intestin grêle sera quand même difficile. Donc on voit là sur l'image en bas à gauche, on a le moteur avec la progression de l'Aspire, en fait la pression qui est exercée sur l'Aspire. Quand la pression est trop élevée, donc il y a le voyant max qui s'allume et l'Aspire se bloque. Donc à ce moment-là, généralement, on fait une manœuvre de retrait, puis après une manœuvre à nouveau de poussée en activant le dispositif. Le cadre duodénal, en fait, se passe un peu comme ça, avec des manœuvres de poussée, de retrait. Voilà. Une fois que l'Aspire, là, on arrive à peu près à passer dans l'angle de Treitz, on a juste à activer la pédale, donc vers l'avant, et on va avoir une progression simple et très rapide sur tout l'intestin grêle. Des fois,
quand ça se bloque, il faut bien sûr retirer, repousser. Et là, vous voyez, c'est un examen donc en temps réel. Et vous voyez que rapidement, on va avancer très rapidement au niveau du jejunum. Là, voilà. Là, vous voyez, on active la pédale et on avance quand même assez rapidement dans l'intestin grêle. Avant, moi, j'utilisais un endoscope double ballon, puis après simple ballon. Les entéroscopes simple ou double ballon nécessitaient, surtout pour le double ballon, 2 opérateurs. Là, c'est un seul opérateur. Il y a juste une infirmière en salle et c'est un seul opérateur. Donc, ça fait quand même gagner du personnel et surtout beaucoup de temps. J'aimerais quand même vous montrer un exemple où ça avance assez vite. En dessous du voyant de progression, il y a aussi le voyant de maintenance. Donc il y a une maintenance de l'entéroscope qui est nécessaire assez régulièrement. Donc c'est tous les 35 heures. Mais bon, pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on l'a. On est toujours à 21 heures. Donc c'est quand même assez fiable. Bon, alors là, je suis désolé, ça avance pas très vite. Mais quand même, on progresse. On progresse. Hein, alors, voilà. Là, donc vous voyez, le moteur est activé. On progresse. On progresse. C'est très stable, effectivement. Et ça va être beaucoup plus stable sur le retrait par rapport aux autres entéroscopes. Donc là, on voit qu'on progresse quand même assez vite. Le moteur est activé. Et là, on avance. Et là, effectivement, on commence à avancer très vite. Et rapidement, on va arriver vers l'iléon. Donc vous voyez que bon, cette vidéo, ça fait peut-être 5 minutes qu'on a commencé. Là, on commence déjà à aller assez loin. Et vous voyez la rapidité de progression là. Alors, il y a des malades, c'est sûr que c'est un malade, ça se passe très bien. Il y a des malades des fois un peu plus compliqués. Mais là, on a quand même, ça reste quand même la majorité des malades où on a une progression assez simple. Et donc en 5 minutes, là quasiment, on va arriver à l'iléon. Ouais, ça va vite. Et c'est pas en accéléré, hein. Je vous promets, j'ai pas fait de montage, hein, en temps réel. Ensuite, l'avantage du coup de ce dispositif, donc la principale indication, bon, c'est l'anémie avec pour moi les angiodysplasie qui sont trouvés à la vidéocapsule. Donc l'indication reste toujours la vidéocapsule dans un premier temps qui repère la lésion et après le guidage grâce à la capsule si on fait une entéroscopie voie haute ou une entéroscopie voie basse. Il faut savoir qu'avec cet entéroscope, la spire est quand même assez large et permet une stabilité assez importante pour les procédures parce que la difficulté avec le simple ou le double ballon, c'est qu'à chaque fois on est obligé de gonfler le simple ou le double ballon pour avoir une stabilité. Là, non, pas du tout. On reste stable grâce à la spire. Le canal opérateur à 3,2 est très important parce que du coup, la sonde, là, par exemple, d'APC sort très simplement, alors qu'avec un entéroscope simple ou double ballon, c'est très compliqué, surtout si on est courbé ou voilà. Donc là, ça sort très facilement. Alors, nous, on avait fait un travail sur les patients qu'on a fait. On a fait 150 patients là depuis un peu plus de 2 ans, où on avait évalué l'efficacité et la sécurité de ce dispositif. Donc, sur quasiment 2 ans, avec comme principal critère de jugement le rendement diagnostique, parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire la capacité de l'entéroscope à trouver la lésion qui a été visualisée à la vidéocapsule. C'est très difficile de dire en entéroscopie, ah ben moi j'ai fait 2,12 m, ah ben moi 2,14 m, où je suis allé jusqu'à telle progression. Le plus simple, c'est de dire, oui, j'ai trouvé la lésion que je cherchais, oui ou non. Donc c'était le principal critère de jugement. Les critères secondaires, c'était les complications et la durée de procédure. En fait, c'est pas 150
150 patients, mais en fait c'est 150 procédures, avec les principaux, quasiment 74% des patients avaient des antécédents cardiovasculaires. Principales indications, c'était l'hémorragie obscure ou l'anémie fériprive. Hein. Tous les patients avaient une vidéocapsule au préalable avec, dans 2/3 des cas, des angiodysplasies. Donc sur les 150 capsules positives, on a trouvé des lésions à l'entéroscopie chez 90 patients, donc 60% des patients, avec des procédures d'hémostase ou thérapeutiques chez les patients pour lesquels on avait trouvé les lésions. La durée moyenne de procédure, 25 minutes. C'est très rapide. Une entéroscopie simple ou double ballon, c'est généralement le double. Chez un patient, on a réussi à faire l'entéroscopie totale, c'est-à-dire de la bouche jusqu'au niveau du côlon, sachant que ça peut être facilement fait si on fait une entérovoie haute. On va jusqu'au point le plus long de progression, on met un clip de repérage et après on fait une entéroscopie voie basse. C'est également possible. Donc voilà un peu les résultats qu'on avait. Les complications, ce qu'on voit principalement avec cet endoscope, c'est au niveau de l'œsophage. C'est des érosions de l'œsophage. Et là, c'est un hématome. Alors moi, je dis toujours aux malades, au réveil, vous allez sentir, il va avoir une douleur. Oui, alors c'est vrai que chez 1/3 des malades, il y a quand même une érosion superficielle, voire dans quelques cas un peu plus profonde, de l'œsophage. C'est vraiment le principal effet indésirable qu'on a trouvé. Il n'y a pas eu de complications sur 150 procédures, il n'y a pas eu de complications à type de perforation de pancréatite, d'hémorragie, il n'y a rien eu. Il y a juste effectivement chez certains malades des hématomes au niveau de la paroi œsophagienne. Cliniquement, les malades, ils ont des douleurs ils ont une gêne pendant 24-48 heures et après ça rentre à la normale. Alors, la seule étude publiée, c'était une étude qui a été publiée début d'année par l'équipe de Neos en Allemagne. Alors, je suis désolé, on voit pas très bien, mais en gros, on a des résultats à peu près équivalents. Ils ont fait 140 malades, un rendement diagnostique un peu plus élevé. Ils étaient à 70% de rendement diagnostique, mais les chiffres sont à peu près comparables. Alors, la question aussi qu'on a essayé d'évaluer, c'était est-ce qu'on pouvait faire une entéroscopie, est-ce qu'on pouvait faire un cathé avec cet entéroscope? Et là, moi j'avais eu un dossier qui est assez, vous allez me dire, commun pour ceux qui font l'endoscopie interventionnelle. C'est une patiente qui avait un bypass pour obésité, avec une lithiase de la voie biliaire principale ou une sténose inflammatoire. Et donc c'était une patiente qui avait été opérée il y a une dizaine d'années, donc il n'y avait pas forcément de risque sur les anastomoses. C'est vrai que s'il y a un patient qui est opéré récemment, honnêtement, je pense que c'est une contre-indication à l'utilisation de cet appareil sur des anastomoses assez récentes. Donc dans un premier temps, donc là on descend l'anse efférente alimentaire pour rejoindre le pied de l'anse. Alors chez les patients opérés, il y a quand même des adhérences, donc c'est quand même un peu plus délicat que chez les patients non opérés, où finalement il n'y a pas d'adhérence et l'endoscope progresse un peu plus rapidement. Donc là on voit que l'entéroscope il descend progressivement jusqu'au pied de l'anse biliaire, et après le but c'est de remonter petit à petit l'anse biliaire, passer au niveau de l'anastomose. Donc là on arrive au pied de l'anse avec l'anse biliaire en haut et l'anse commune en dessous, en bas. Donc on remonte l'anse biliaire et petit à petit, donc là c'est l'image de radio, donc c'est vrai qu'il y a quand même un peu de torsion qui se fait. Petit à petit, on remonte le cadre duodénal et on va rapidement se retrouver au niveau
du duodénum. Là, déjà, on est sur de la muqueuse duodénale. Là, ensuite, on va voir le pylore à l'envers. Donc là, on va se retrouver dans l'estomac exclu bientôt. Là, c'est le bulbe. Le pylore à l'envers. Et là, après, on rentre dans l'estomac exclu. Donc là, on a la vision, moi je trouve ça assez sympa, de l'estomac exclu qu'on on voit que très rarement. Voilà, et après, on redescend, on trouve la papille. Donc ça, on voit le pylore là à l'envers. On redescend. On se retrouve au niveau de la papille mineure ici. Voilà, la papille majeure, le cathétérisme biliaire, qui est toujours un peu délicat parce que finalement on est complètement à l'envers, donc c'est toujours un peu délicat. Après, cet endoscope est quand même stable. Bon, donc voilà, là c'est l'opacification avec la radio. La sphinctérotomie avec le sphinctérotome inversé du coup parce qu'on est à l'envers. Et voilà, donc cette procédure est quand même possible avec cet entéroscope, et c'est surtout, moi je trouve aujourd'hui une alternative qui est quand même assez séduisante pour ce type d'indication où quand même l'accès écho-endoscopique transgastrique est quand même assez délicat, ou sinon les drainages percutanés sont aussi, si on peut les éviter, c'est quand même un peu plus simple. Donc c'est une alternative que je trouve assez séduisante, qui se fait en un temps, versus l'accès écho-endoscopique qui peut se faire en plusieurs temps. Voilà. Après voilà, c'est un cas, c'est pas non plus une expérience énorme, mais c'est possible. Donc pour cet appareil, moi je trouve honnêtement ça a révolutionné l'entéroscopie, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide, on a un rendement diagnostique qui est quand même bon, 60%, ça reste un bon rendement diagnostique pour l'entéroscopie, parce que souvent l'entéroscopie c'est très frustrant, c'est chronophage, et il y a des fois où on voit pas les lésions qui ont été visualisées à la capsule, ça arrive. Il y a une sécurité d'utilisation là qu'on a montré sur 150 procédures avec pas de complications majeures. Après, c'est sûr qu'il y a des essais qui doivent être réalisés. Et l'entéroscopie CPRE, finalement, c'est possible, sous réserve que l'anastomose chirurgicale soit pas récente, bien sûr. Et voilà. Merci Adrien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va faire 2 questions au maximum parce qu'il y a pas mal de topos. Merci pour ta présentation. Je voulais juste te poser une question. Est-ce que tu penses que, compte tenu de cette innocuité qui n'est pas encore affirmée, mais qui va apparaître, et de la rapidité, il va y avoir une extension des indications? Je pense notamment au problème des Mickey du grêle isolé, sur lequel on hésite, parce qu'on ne fait pas de biopsie. Et est-ce que tu penses qu'on va aller vers ça? Est-ce que tu penses vraiment que c'est aussi simple que ça? Alors, aussi simple, honnêtement, non. Ça nécessite quand même une dextérité technique, parce que des fois ça peut être un peu compliqué, et il y a des complications potentielles qui ont été quand même décrites dans la littérature. Donc simple, non. Il faut de la dextérité technique. Dans les indications de maladies inflammatoires, bah, c'est comme les autres entéroscopes. Donc effectivement, si tu as une suspicion avec à la capsule des lésions, moi ça m'est arrivé de faire des biopsies pour des suspicions de maladies inflammatoires, par voie haute ou par voie basse. Pour moi, si on a une incertitude diagnostique, oui, il y a une indication.
Oui, j'ai une question. Alors moi, j'ai pas testé cet endoscope, mais je travaille avec Maxime Palazzo, qui lui a eu l'occasion de s'en servir et qui a eu le même problème au niveau du passage œsophagien assez étroit. Et lui commence, alors je sais pas si vous avez la même expérience, à faire des dilatations à la bougie avant de mettre. En fait, c'est ce qui était décrit initialement. Maintenant, c'est complètement inutile parce que sur les 150 procédures qu'on a fait, il y a 4 échecs. Et 4 échecs, effectivement, où on a dû dilater les malades. Mais donc, prendre le malade la veille, le dilater tous les malades la veille pour faire l'entéroscopie le lendemain, pour moi, c'est inutile. C'est inutile. Et ça a été fait, et effectivement, au début du protocole parce qu'ils savaient pas trop, mais d'ailleurs, ils le font plus. Donc, je pense que c'est inutile. Après, c'est sûr que des fois, le passage de l'œsophage est pas forcément simple. Il faut avoir un peu la main ferme, mais mais dilater systématiquement, c'est inutile. Ouais, Adrien, tu as pas parlé de la voix basse, puisque bon, j'ai fait quand même pas mal du double ballon, et la voix basse est toujours la voix la plus embêtante. Ouais. Tu nous parles de l'œsophage, on a bien compris l'œsophage. Est-ce que tu as de l'expérience par voix basse? La voix basse, c'est une très bonne question, Patrick. On en a fait une dizaine. La difficulté, c'est le passage de la valvule, comme le double ballon. Et la spire, en fait, est quand même assez large. Donc sur certaines valvules, ça passe. Il y a des valvules où la spire ne passe pas la valvule. Donc j'ai un taux d'efficacité par voie basse de 50% parce qu'il y a 50% où la spire effectivement ne passe pas la valvule iléocécale. Et effectivement, c'est un problème pour ces malades-là. Et surtout, si on voit que ça passe pas, il faut surtout pas forcer. Voilà. Une dernière question. Oui, Adrien, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'utiliser les premiers surtubes spiralés. Oui, manuel. Ouais. Oui, tout à fait manuel. À l'époque, il y avait encore mal au poignet. De sustures. Ouais. Oui, moi aussi. À l'époque, on avait 2 types de surtubes. Il y en avait qui s'appelait le Spirus, qui était pour l'entéroscopie haute, et un deuxième type qui était le Vista, pour l'entéroscopie basse. Ouais. Et en effet, la spirale de ce type d'entéroscope était différente. Est-ce que tu as entendu quelque chose vis-à-vis de ça? Est-ce qu'Olympus envisage de modifier une spire pour l'entéroscopie basse? Non, ils ont racheté le brevet, en fait, Spirus inaugural, enfin le premier modèle de Spirus, donc ça reste cette spire. Et je pense qu'ils ont déjà mis très longtemps à développer cet entéroscope. Parce qu'ils ont racheté le brevet en 2012 ou je sais plus quand, ils ont mis 10 ans quasiment à le sortir pour des questions de sécurité d'utilisation, donc je pense pas qu'ils vont s'y prêter à une autre spire. Est-ce que tu peux nous dire le prix de cet appareil? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, il y a 79 000 euros. En fait, il y a 2 choses. C'est 79 000 euros le prix de l'appareil. Il y a l'appareil et le 80 000 euros d'entretien, avec un entretien tous les 25 heures, si je m'amène. Ouais, c'est 35 l'entretien, et effectivement, il y a l'appareil et le moteur. Il y a 2 choses, donc. C'est à peu près 160 000 euros. Ouais, je sais pas. Il faut faire pas mal d'entéroscopie quand même. Oui, mais après je connais pas non plus forcément le prix d'un simple ou double ballon, donc c'est vrai que voilà, c'est moitié moins, c'est ça que tu dis. Bon, voilà. Très bien. Merci Beaucoup, Adrien, merci.